Je vais vous parler donc ce soir de comment éradiquer le trafic de drogue. Alors, ça fait pas la une, mais c'est quand même la deuxième. Si vous prenez tous les médias, voilà, Le Point, hein, la loi des dealers, etc. Et il y a une certaine prise de conscience qui est en route sur les dangers qui sont déjà là, et surtout les dangers qui nous pendent au nez et qui sont déjà en train de démolir d'autres pays. Puisque certains ne le savent pas, mais la France n'est pas seule dans le monde. Nous faisons partie de tout un ensemble qui s'appelle la Terre, sur laquelle il y a des choses qui sont en train d'évoluer dans un sens extrêmement dangereux. Donc, alors, avant d'approfondir, donc, essayons de faire un petit état des lieux de la drogue, parce que, évidemment, la drogue, à force d'en parler, en fait, on finit, c'est toujours, hein, c'est la banalisation du mal, donc on finit par s'habituer que c'est plus ou moins partout, que on fait plus ou moins pas grand-chose, et que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, hein. Tout le monde le sait, donc ça prouve pourquoi d'ailleurs on ne fait rien. Donc on est dans cette soupe pessimiste qui est vraiment le malheur de notre époque et de nos co-citoyens et citoyennes, qui est l'acceptation de quand même quelque chose qui pose un défi, sous condition qu'on pense réellement aux autres et aux générations futures, et pas seulement à notre petit moi immédiat. Alors là, donc ça c'est le rapport, c'est les chiffres du rapport donc, du Bureau des Nations Unies sur la drogue. Et vous voyez donc l'évolution entre 2011 et 2021. Donc ça c'est au niveau mondial, la consommation de la drogue et ce que eux appellent les gens qui ont besoin d'aide. D'accord? En fait, c'est des gens qui sont totalement accros et qu'il faut prendre en charge à 100% pour essayer de les sortir. Donc au niveau de la consommation, on est passé en 2011 à 240 millions de personnes dans le monde, à 296, ce qui est donc quand même une augmentation de 23% dans une décennie. D'accord? Ça fait un quart de plus. Hein. C'est pas quelques pourcentages, c'est quand même un chiffre important. Et ensuite, alors, si vous prenez les gens qui sont vraiment dépendants et qui doivent être immédiatement pris en charge pour eux-mêmes et pour la société, on est passé de 27 millions à 39 millions et demi, qui est une hausse de 45%. Voilà, en 10 ans, on a quasiment augmenté de moitié le nombre de gens qui sont complètement dépendants et accrochés à des drogues très fortes. Alors, donc je pourrais vous parler de la cocaïne, du hashish, des amphétamines et beaucoup d'autres choses. Ce soir, je vais vous parler de la drogue qui est en train d'arriver en Europe et qui déjà fait des ravages énormes et qu'on appelle la drogue des zombies, qui est le fentanyl. Alors, le fentanyl, en fait, c'est un analgésique. C'était inventé par un médecin belge qui s'appelle Paul Janssens, qui a créé un gros laboratoire qui s'appelle Janssens Pharmaceutica, qui aujourd'hui fait partie de Johnson & Johnson. Alors, c'est une drogue complètement synthétique, c'est pas produit à partir des champs de pavots, hein. C'est fait avec des peptides, avec des produits chimiques, qu'on appelle les précurseurs. Et c'est les produits donc, précurseurs à la fabrication du fentanyl. Et cette drogue est à peu près entre 30 et 100 fois plus puissant que la morphine. D'accord? Donc ça a été développé notamment pour la médecine d'urgence, ou notamment dans la guerre. C'est-à-dire on avait des très graves blessés, donc on leur mettait un patch de fentanyl qui par la peau pénétrait très lentement et dans une dose
évidemment très très proportionné pour soulager la douleur. Donc on a comment dire, un boycott, un détournement en fait d'un médicament. Donc ce qui s'est passé surtout aux États-Unis, donc les médecins qui ont... Non, je vais pas dire ce que je pense sur les médecins américains. Si. En tout cas, les médecins américains ont pendant des années en fait prescrit en fait des opiacés pour les patients, pour des gens qui en fait auraient dû être soignés autrement. Mais bon, les opiacés, bon, c'est moins cher. Hein. Souvent, il est moins cher de mettre les gens dans une camisole chimique plutôt que de les réellement prendre en charge et les soigner. Et quand ils se sont rendus compte les ravages des opiacés, on a en fait inventé le fentanyl. Et donc, on a passé pendant des années, donc, les États-Unis ont prescrit légalement le fentanyl à des milliers de personnes. Et que quand les médecins arrêtaient les prescriptions, voilà, les malades, ils allaient dans la rue acheter de l'héroïne. Et donc, il y a eu un marché. C'est-à-dire qu'on a créé un marché énorme pour le fentanyl. Et donc, c'est la drogue des zombies parce que ça vous donne un tel... Oui, les gens s'effondrent littéralement, ils se plient tellement, ça relaxe tellement que vous ne pouvez même plus rester debout. Vous voyez, vous collapsez comme ça en deux. Alors, donc ils n'ont rien bu d'alcool, ils n'ont pas vu Macron à la télé, ils n'ont rien de tout ça. Ils ont juste pris du fentanyl. Mais c'est absolument... Alors après, évidemment, comme pour les toxicomanes, donc c'est l'habitude, il y a le mélange, le surmélange de différents produits. Donc on va faire un mélange cocaïne, héroïne, fentanyl. Hein, ça donne... D'autant plus que ça a des effets contradictoires les uns avec les autres. Oui, ça donne le speedball, comme on dit. Le speedball. Donc, selon son budget, évidemment, en plus on va rajouter par exemple des produits, des tranquillisants pour les animaux. Hein. On va faire du tranq, on va faire... tous les mélanges sont permis. Alors, cette drogue-là, ça inquiète surtout les trafiquants de drogue, en fait. Parce que les gens meurent. C'est-à-dire que quand vous vendez de l'héroïne, et quand les gens sont plus ou moins habitués à prendre l'héroïne, ils peuvent encore vivre quand même jusqu'à 40 ans. Donc, votre clientèle, si vous êtes dealer, et vous vendez... Là, il y a des reportages de dealers qui disent « Le fentanyl, c'est une catastrophe parce que tous mes clients sont morts. Voilà. Je ne sais pas à qui je vais vendre. » Vous voyez? Donc, c'est pas les curés du coin qui sont en train de pleurer sur les pauvres jeunes. Hein. Donc, alors, pour vous donner une idée, donc 3 mg de fentanyl suffit pour avoir la surdose. Vous voyez là, vous avez une pièce de 1 cent, 1 penny américain. Vous voyez, ça fait 19 mm, hein, la pièce de monnaie là. Ça fait 19 mm de diamètre. Et vous avez la poudre à côté là. Ça, c'est le fentanyl. Vous prenez ça, vous êtes mort. Voilà. D'accord? 3 mg, c'est déjà une dose mortelle. Alors, en Lituanie, ils ont fait une saisie, les douanes ont fait une saisie, ils ont trouvé 5 kg de fentanyl. Ils ont dit, voilà, on a trouvé de quoi tuer 2,5 millions de personnes. D'accord? Donc ça a un potentiel, c'est une bombe atomique narcotique. Parce qu'en plus, si vous raisonnez, et puisque vous êtes des gens intelligents, vous voyez tout de suite que si quelque chose est tellement puissant et tellement petit, c'est très facile à transporter. D'accord? Parce que ça, vous le mettez, vous attachez une pastille derrière votre oreille en passant les douanes. Alors, voilà donc le résultat aux États-Unis. Ça donc, là, vous avez l'explosion des surdoses aux États-Unis. Donc là, vous voyez, c'est surtout donc fin 2013-2014. Vous voyez qu'une véritable rupture. Vous avez la pente qui explose. C'est le nombre de morts par an. D'accord? Alors, dans certaines régions, c'est encore pire.
surtout dans des quartiers où il y a eu où les gens couchent dehors, parce que vous avez 40 millions d'Américains qui vivent avec des tickets alimentaires, qui doivent choisir entre payer leur loyer ou manger. Donc ils vivent dans leur voiture, vivent dehors dans des tentes. Et tout ça a créé les conditions évidemment où la drogue peut se développer massivement. Et le trafic aussi. Donc là vous voyez LA, Los Angeles County, le comté de Los Angeles. Vous voyez de nouveau là, entre 2014 et 2020, vous avez une augmentation donc de 3917%. Le virgule en américain, c'est pas le virgule comme chez nous, hein. C'est pour marquer les 1000. Donc vous êtes quasiment à une hausse de 4000% nombre des morts par surdose de fentanyl. Alors, donc là, les derniers chiffres que j'ai, et même Anthony Blinken en a parlé à la Commission européenne parce que ça commence à se présenter très mal pour Biden qui veut se faire élire avec un bilan pareil. Donc là, entre mars 2022 et mars 2023, il y a eu 110 000 morts par surdose. Ce qui est plus que tous les morts de la guerre du Vietnam, de la guerre en Afghanistan et de la guerre en Irak, du côté américain, pas du côté irakien. On est d'accord. Mais ça, pour les élus du Congrès, c'est quand même gênant, quoi. Hein. Si vous devez présenter votre bilan aux électeurs, bonne chance, bon courage. Alors ça, c'est au quartier général donc, de la DEA, the Drug Enforcement Administration, donc les services anti-stup américains. Donc ils ont fait un mur, qui s'appelle le mur du fentanyl. Et ils ont mis tous les photos, parce que jusqu'à maintenant on parle des chiffres, hein, et les chiffres, les statistiques, voilà, c'est mort. Hein. On oublie que derrière, il y a des enfants, il y a des gamins, il y a des filles, il y a des fils, il y a des époux, il y a des sœurs, il y a des frères. Donc ils ont fait un mur, et donc ils invitent les membres du Congrès à venir voir le mur du fentanyl pour essayer de les secouer, quoi. Voilà. Les personnes qui sont mortes. Ça, c'est les 110 000 morts là depuis un an. Donc c'est pas très joli, mais alors en France, au niveau de la toxicomanie, alors officiellement il y a 4. Ce qu'il faut voir en France, c'est que le fentanyl, il va venir. Il est déjà à Londres, il est déjà en Espagne, et il va débarquer en France. Et ce qui nous rend vulnérables, c'est que déjà, on a toute une population qui est à la recherche de ce genre de produits. D'accord ? Donc on a, j'ai pas tout mis parce que c'est trop long, on a 5 millions de fumeurs, on a 1 million de fumeurs, 1 million de Français qui fument tous les jours un joint de cannabis. D'accord ? On a 600 000 personnes qui prennent la cocaïne en France. Avant, c'était le showbiz, hein. C'était pour l'élite, la cocaïne. Ça s'est démocratisé. À 65 € la dose, ça se démocratise. 600 000. On a 4 000 points de deal. Bon, M. Darmanin, on en a déménagé un certain nombre. Non, il dit qu'il a réduit à 3 000. On verra. Selon les chiffres de l'INSEE, donc aujourd'hui, la drogue en France, c'est 4 milliards d'euros par an. C'est probablement une sous-estimation. Ensuite, les derniers chiffres nous disent qu'il y a eu 451 homicides et tentatives d'homicide en France depuis le début de l'année. Donc c'est pas... Bon, déjà, c'est tous les semaines un gamin à Marseille. À Marseille, on dit... Tous les problèmes se règlent par une rafle de mitraillette. Hein. Avant, on se cassait la gueule, après, on allait boire un coup ensemble. Maintenant, s'il y a une dispute, c'est la mitraillette. Et maintenant, toute la presse est pleine sur la... Avant, c'était juste Marseille, et on essayait de ne pas voir. Maintenant, c'est toute la France. C'est-à-dire, c'est à Besançon, c'est à Grenoble, c'est à Nîmes, c'est dans tout un tas de villes petites et moyennes, où, en fait...
tout ce trafic c'est répondu. Et ensuite, donc, vous avez le trafic sur le trafic. C'est que vous avez maintenant, évidemment, parce que ce que disent tous les juges, c'est qu'en réalité, la vraie drogue, c'est le pognon, c'est l'argent. Parce qu'en fait, beaucoup de gens qui consomment et qui vendent, en fait, vont s'endetter. Ils font des paris spéculatifs. Ils vont emprunter de l'argent, après ils vont acheter la drogue, et c'est la vente. Si la vente est mauvaise, ils ne peuvent plus payer leurs dettes. Et à ce moment-là, les autres ils vont les aiguiller. Donc, c'est les meurtres en série. Et à cela s'ajoute qu'avant, il fallait au moins 15 000 € pour embaucher un tueur à gages. Aujourd'hui, à partir de 500 €, on peut embaucher un tueur à gages à Marseille. Quelqu'un vous emmerde, vous mettez 500 €, bye bye. Et vous avez des gamins de 16 ans qui disent « je vais me faire un peu d'argent avec ça ». Et qui font très mal, parce qu'ils laissent des traces, ils font arrêter. Pas des professionnels. Ensuite, dégâts collatéraux aussi donc de la drogue, 21% des accidents de la route. D'accord ? Quand il y a un accident de la route, il y a une chance sur 5 que le conducteur était sous influence de drogue. Probablement drogue illicite, arrosée évidemment avec de l'alcool. Et ensuite, dans les féminicides et la violence conjugale, il y a la moitié des violences conjugales qui sont attribuables à la consommation d'alcool et de drogue. Donc voilà, il y a tout un terrain, malheureusement, pas très joli, mais qui rend la France extrêmement vulnérable pour ce fentanyl qui va débarquer. Alors, donc, officiellement, il y a eu 10 morts de fentanyl en France. Mais il y a probablement une partie des morts qu'on a attribuée à l'héroïne, parce que les gens ne consomment pas forcément le fentanyl tout seul, ils consomment avec de l'héroïne. Donc moi, je pense que je ne crois pas trop les chiffres officiels sur ce point-là. En tout cas, en 2022, donc, on a trouvé donc, à Dax, on a chopé 2 trafiquants avec 8 kilos de fentanyl. Déjà donc en France, il y a 3 ans. Vous allez comprendre pourquoi c'est difficilement arrêtable. Si vous voyez le taux de profit du produit... Alors, aux États-Unis, donc d'abord un mot sur ce qui est en train d'avoir lieu aux États-Unis. Donc, essentiellement, le fentanyl qui arrive aux États-Unis, il est fabriqué au Mexique, d'accord, par un cartel qui s'appelle le cartel de Sinaloa. Alors, Sinaloa, vous voyez là, c'est un État ici, et vous avez ici la capitale qui s'appelle Siulalan ou quelque chose comme ça. C'est quand même une ville de 1 million d'habitants. Alors ce cartel avant, il faisait il faisait la cocaïne surtout. Et donc eux, ils sont jetés sur la chose. Alors eux font venir, donc les précurseurs viennent essentiellement de Chine, mais aussi d'Inde, probablement d'autres pays d'Asie. En Chine, c'est compliqué parce qu'au début, ça a été des laboratoires pharmaceutiques donc, qui exportaient des précurseurs dans le cadre d'accords de coopération dans le domaine médical. Et actuellement, c'est en train de devenir un sujet aussi pour cristalliser la rage des Américains contre les Chinois, de dire, voilà, tout ça, c'est la faute des Chinois. Et donc, alors le cartel de Sinaloa, c'est des gens très intelligents, hein, parce qu'ils ont un centralisme décentralisé, en fait. C'est-à-dire, le cartel, en fait, est composé presque d'une centaine de clans, et chaque clan, ça peut être une famille ou un groupe de gens, sont à peu près 35 personnes par clan. Mais chaque clan
En fait, eux, ils ont tiré la leçon de l'arrestation de Al Chapo, qui était le chef du cartel de Sinaloa, a été arrêté, je crois qu'il est en prison aux États-Unis d'ailleurs. Et donc, eux disent plus jamais ça. Donc, ils ont fait la décentralisation. Donc, c'est des clans, et chaque clan, en fait, s'occupe de tout. C'est-à-dire, chaque clan envoie un type en Chine pour acheter les précurseurs. Chaque clan produit lui-même. Donc, les précurseurs sont transformés donc, en pastilles. Vous voyez là? Généralement, ça s'appelle le M30. Et chaque clan, en fait, organise la vente lui-même. Donc, ils envoient des gens à New York, à Chicago, etc. pour organiser la vente sur le terrain. Et chaque clan s'occupe lui-même du blanchiment. Donc, vous arrêtez un type du cartel, ça n'arrête absolument pas le cartel, puisqu'il y a tous les autres clans qui continuent et qui remplacent la chose. Donc, ils sont extrêmement bien organisés. Sauf le cartel, au plus haut sommet, évidemment, il y a un chef du cartel. Lui, il s'occupe de la corruption des partis politiques et de la police et des douanes. Parce que sans la corruption, ils auraient beaucoup de mal. Alors, au Mexique, les seuls qui sont actuellement en guerre contre ce cartel, c'est l'armée mexicaine, soutenue y compris par certains gens aux États-Unis qui disent, voilà, on en a marre, on vous demande, vous, Mexicains, maintenant, de mettre de l'ordre là-dedans. Donc, ici, donc, vous voyez la production, après ça part en Californie, ça part au Texas, ça part à New York, ça part à Chicago, dans les grandes villes. On va y revenir après quand on va parler des banques. Je vais vous donner leur banquier, le nom de la banque qui a des comptes, qui gère leurs comptes. Alors, ce qui est apparu là-dedans aussi, évidemment, ce sont les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies privées, les crypto-monnaies non étatiques. Aujourd'hui, dans le monde, il y a deux types de crypto-monnaies. Il y a des États qui eux-mêmes sont en train de mettre en place des crypto-monnaies, même la Banque Centrale Européenne. Et de l'autre côté, vous avez des crypto-monnaies qui étaient privées, comme le Bitcoin, etc., etc. 90% de tous les achats pour le fentanyl ont été faits en crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'on anonymise, on rend anonyme, évidemment, les acheteurs. Ce qui est parfait pour la mafia. Alors là, j'ai pris ça sur un site des gens qui sont des geeks des crypto-monnaies et qui disent, ça c'est ce qu'eux ont trouvé donc, dans la période dont ils parlent, donc entre 2021 et maintenant, il y a eu quand même 27 millions de dollars en fait en achat pour les précurseurs de fentanyl, ce qui est une valeur de marché de 54 milliards de dollars. C'est quand même pas inintéressant. Ça pourrait intéresser Zelensky d'ailleurs. Pardon. Alors, maintenant parlons des profits. Alors, donc, un producteur, donc vous êtes le cartel de Sinaloa, vous allez faire votre shopping. Vous mettez 17 000 $ pour acheter 1 kg de précurseur. D'accord? Avec 1 kg de produit, vous pouvez fabriquer 400 000, même 500 000 cachets, pilules. Vous les vendez à votre réseau à 1 $ pièce. Donc déjà, vous passez de 17 000 $ de dépenses, vous avez quand même 400 000 $ de bénéfices, qui est quand même une marge de profit déjà de 2350%. Ça vaut le détour. Ensuite, le dealer, lui, donc, il achète une pastille pour 1 $, il la revend au consommateur. Le consommateur va payer 15 à 30 $ la pastille. D'accord? Donc, avec 1 kg, vous vendez 1 kg à 15 $, ben vous avez 6 millions de $. Vous le vendez à 30, ben vous avez le double, vous avez 12 millions de $ avec 1 kg de fentanyl. Vous pensez que ces gens-là ne vont pas venir prendre le marché à Paris?
Ça fait donc un profit total de 35 200% de marge de bénéfice. Et comme disait le monsieur qu'on a vu lundi de la GAFI, c'est ceux qui se font le contrôle des flux financiers, dit que ça crée un grand problème logistique qui s'appelle les billets de banque. Parce que si on vous file 6 millions de dollars en billets de banque, je ne sais pas où vous allez les mettre, n'est-ce pas? Et ça, c'est évidemment la question fondamentale. Et donc ça passe, donc là on a vu la production, un peu la consommation. Donc là, maintenant, sur laquelle on va discuter surtout ce soir, c'est la question du blanchiment. Parce que tout ça, ce qu'on vient de voir, c'est l'argent sale. Donc, il faut laver l'argent sale, il faut le blanchir en lui donnant une forme légale. Il faut le bancariser, comme disent les narcos. Alors, il y a 3 phases dans le blanchiment, selon les experts. Donc, la première phase s'appelle le placement. Alors, il y a plusieurs techniques. La technique la plus employée, ce qu'on appelle le schtroumpfage, c'est que c'est qu'au lieu de mettre tout dans un seul compte, vous allez voir 100 comptes bancaires et sur chaque compte, vous mettez une petite somme qui est juste en dessous du seuil où l'alarme se déclenche, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'empilage ou le layering. L'empilage, ça veut dire qu'une fois que c'est dans ses comptes, il faut le plus vite possible que cet argent commence à circuler dans le monde. Et là, donc, il y a un truc génial qui s'appelle les paradis fiscaux, les paradis bancaires, parce que, voilà, il n'y a pas de contrôle et parce que c'est complètement opaque. Et donc, une fois que c'est là... alors, reste la dernière question qu'on appelle l'intégration. Parce que, bon, quand même, les narcos, ils veulent quelque part quand même que l'argent... qu'ils puissent en disposer pour quelque chose. Et donc, l'intégration, donc, c'est aussi des choses... comment le réinvestir dans l'économie. Alors... regardons les 3 points, donc un par un. Au niveau du placement, dépôt dans les filiales bancaires, pot de vin. Bon, si vous faites, par exemple à Marseille, vous commencez avec 3 grammes de cocaïne le soir, vous pouvez avoir 50 000 € le matin. D'accord? Bon, vous pouvez donner 1 000 € à la police. Vous n'avez pas besoin de blanchir l'argent d'abord, c'est en espèces. Donc. Les pots de vin, dépôt dans les filiales bancaires, d'accord, on va en reparler. Vente de liquidités au BTP. Alors, le BTP, ça intéresse beaucoup la mafia. Pourquoi? Parce que le BTP, ça marche avec le travail au noir. Et les gens qui travaillent au noir, bah, on ne peut pas les payer au blanc. Il faut les payer au noir. Donc, vous avez les grands groupes du BTP qui sont très très demandeurs. Si vous avez 1 million en cash, ben voilà, ils vous donnent 1 million 100. Parce que comme ça, ils ont 1 million en cash. Et avec ça, ils peuvent faire marcher le travail au noir. Avec laquelle ils gagnent évidemment des millions. Et c'est pas... donc ça s'appelle le marché du cash. Qui est un marché. Ensuite, vous avez les transactions commerciales. C'est-à-dire vous trouvez un vendeur de voitures ou d'avions qui accepte d'être payé en cash. Vous achetez une voiture, après vous la revendez et vous mettez l'argent sur un compte. Ensuite, des surfacturations dans le secteur non financier. Vous pouvez aller dans un casino, bien sûr. Le principe d'un casino, c'est que vous y allez et vous perdez. C'est très bien, puisque les casinos vous appartiennent. Donc le but, c'est pas de gagner au casino, le but, c'est de perdre. Parce que du coup, vous allez enrichir le casino qui vous appartient. Et vous pouvez acheter des œuvres d'art. Parce qu'évidemment, il y a des croûtes qui se vendent à 10 millions. Vous les payez en espèces. Comment? Et des commerces. Ou des événements sportifs. Par exemple, il y a un match de foot. Et il y a 1000 personnes. Et vous dites, voilà, il y avait 10 000 personnes qui ont acheté le ticket pour entrer.
Et donc vous déclarez 10 000 personnes qui sont venues voir le match. Et vous déposez, ils ont payé en liquide, donc vous le déposez sur votre compte. Et vous avez blanchi l'argent comme ça. Ce qui pourrait expliquer pourquoi le Qatar s'intéresse tellement dans les équipes de foot. Ou que M. Abramovich, qui est le propriétaire, qui est l'oligarque russe à Londres, qui possède Chelsea, par exemple, est un citoyen non domicilié dans un paradis fiscal qui s'appelle le Royaume-Uni. Ensuite, donc, vous avez l'empilage, ce qui s'appelle l'empilage. Alors, l'empilage, c'est donc faire circuler l'argent sur les comptes bancaires des paradis fiscaux. Alors là, vous voyez la photo là? C'est pas le... C'est des casiers numérotés aux Bahamas. Donc vous avez des comptes. Par exemple, aux Bahamas, il y a 2 fois plus de domiciliation d'entreprises que d'habitants. C'est des boîtes aux lettres numérotées. Donc l'argent circule et il va faire le tour 30, 50 fois, le tour du monde par jour. D'accord ? Donc là, pour suivre la chose, totalement impossible. L'empreinte carbone, tout ça. Et ensuite, donc, vous avez l'intégration. Alors, il y a de plus en plus de gens. C'était d'ailleurs très drôle que la COP 28 s'est réunie dans un paradis fiscal qui s'appelle Dubaï, où il y a la Mokro Mafia, il y a la mafia, vous savez, le cartel des mafieux hollandais, marocains, italiens, qui est en train de terroriser les Pays-Bas, eux, ils sont dans les hôtels à Dubaï. Alors, Dubaï, ça intéresse beaucoup le cartel de Sinaloa. Ils ont envoyé des gens là-bas, parce qu'il n'y a aucune réglementation sur l'argent qui entre. Donc, vous pouvez arriver avec 1 million et acheter un parc immobilier. Il n'y a aucune question qui est posée sur l'origine des fonds. Donc c'est génial. Donc l'idée, c'est qu'évidemment, il ne faut pas tout de suite dire un compte. Donc on y va. D'abord, on achète un parc immobilier. Actuellement, ils sont en train de construire pour 400 milliards d'immobilier à Dubaï. Notamment un centre financier. Ça devient une espèce de Hong Kong des temps modernes, en fait. C'est un centre financier. Donc, à part un peu de pétrole et le quartier bancaire, Dubaï, il n'y a rien. C'est un pays qui n'existe pas. Mais pour tous les mafieux et surtout les Mexicains, ils vont là-bas, ils achètent un parc immobilier, ils le revendent 15 jours après, et à cette occasion, Dubaï ouvre un compte dans une banque du Monténégro, qui a un compte à Dubaï, et qui réenvoie l'argent dans un compte sur les assurances à Hong Kong. Et de Hong Kong, on renvoie l'argent sur les Caraïbes, dans les îles Caïmans, et de là, donc, ça repart à la mafia mexicaine. Ça, c'est le blanchiment classique. Hein. Ça, c'est le circuit, c'est le b.a.-ba. C'est pour les débutants. Là. Pour faire... Mais ça marche très bien. Alors, ce que j'ai voulu montrer, la question maintenant, c'est que comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Avant de présenter notre point de vue, je vais tenter de présenter le point de vue de policiers honnêtes. D'accord? Notamment les policiers de Marseille, que je salue et que je soutiens de toutes mes forces. Parce qu'ils font un travail absolument incroyable. Donc il y a eu un très bon article que je vous conseille de Clara Marteau-Bacri, écrit le 12 juin 2023 dans un journal un peu indépendant qui s'appelle Marseille, l'Actu Marseille. Et donc c'est une enquête en fait sur la drogue et sur l'argent de la drogue. Alors, d'abord en fait elle se base sur une sociologue aussi de ex-Marseille qui s'appelle Claire Duport, qui a fait un article qui s'appelle « De l'argent facile ».
Et elle démolit, c'est extraordinaire, elle démolit complètement l'idée que l'argent de la drogue, ça fait vivre les quartiers. Vous savez, souvent on dit, oh c'est très mauvais, ces gens-là, ils vendent la drogue, c'est terrible, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont rien d'autre, et avec ça, bon, ils vont quand même avoir un peu, quoi. Ils auront un peu d'argent pour vivre. C'est faux, c'est archi faux. Alors, parce que, en fait, elle dit, attends, donc elle raconte, tout peut commencer avec 0,2 g de cocaïne ou 5 g de cannabis. Vers 2 heures du matin, les ventes du jour peuvent rapporter plus de 50 000 € dans les plus grands points de deal marseillais. D'accord? Ça, c'est un point de deal. Hein. Il faut alors immédiatement payer les petites mains. 100 € pour les 2 ou 3 guetteurs. Un guetteur, c'est un type qui monte le guet. Non? Il fait le guet. Donc, c'est des petits jeunes qu'on embauche qui doivent surveiller pour voir si la police n'arrive pas. Ces petits gars, ils ont entre 60 et 100 € par jour pour 12, 13, 14 heures de travail. Ils sont là. D'accord? Une liasse pour les nourrices et les intermédiaires. Les nourrices, c'est les gens qui stockent et qui protègent des stocks. Des stocks d'armes, des stocks d'argent ou des stocks de drogue. Par exemple, la police a débarqué, là, il y avait une femme, ben voilà, on lui donnait 50 € je sais pas, par mois. Elle avait un sac, il y avait des kalachnikovs, il y avait 800 000 €. Vous voyez. Mais elle n'avait jamais ouvert, elle ne savait même pas ce qu'il y avait dedans. Vous voyez. Donc vous avez tout un écosystème, comme on dirait, des gens qui font vivre la drogue, mais qui, en fait, ils ont un pied dedans, mais ils sont quasiment dehors, en fait. Et ils sont payés peanuts. Donc peut-être des sommes à 4 chiffres pour la poignée de superviseurs de terrain. Parce qu'après, vous avez comment ça s'appelle, les charbonneurs. C'est quasiment les moins bien traités, c'est les gens qui vendent la drogue dans la rue, quoi. Ça, c'est et voilà, donc sur les 50 000 €, vous voyez, il y a peut-être 1 000 € à tout casser, qui va à toute la machinerie, aux petites mains, à tous ces esclaves qui sont là pour faire tourner le truc. Alors, elle écrit donc, la journaliste, le gros du pactole qui peut atteindre le million au moins d'un mois, pour un point de deal, hein. Et lui, blanchi au bénéfice des têtes des réseaux, avec l'incontournable complicité d'entreprises légales à Marseille et de banquiers occultes sur d'autres continents. L'emprise économique du trafic s'exprime là, pas à travers de quelques billets qui récupèrent les forçats du deal, mais via le blanchiment international, les réseaux bancaires parallèles et les millions d'euros de cash réinjectés dans l'économie réelle. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez en plus ce qu'on appelle les transporteurs. Et vous avez un gars qui part même parfois de Paris et qui fait tout un tas de points de deal. Il récupère l'argent, les billets. Hein? Le début du blanchiment, c'est le sac en plastique ou le sac Picard ou un sac à linge. Vous voyez, ça c'est, ou une boîte à chaussures. Ça c'est l'élément de base pour le blanchiment. C'est le premier pas. Collecter l'argent. Donc le gars, il fait donc toute une série de... Souvent, il part évidemment de Lyon. Donc de Lyon, il fait les Bouches-du-Rhône. Et il passe par... attends, elle donne quelques noms de... Plusieurs fois par mois, un collecteur récupère les liasses et les transporte au-delà des frontières. La route des collecteurs commence parfois à Paris, souvent dans la vallée du Rhône, et bifurque après Marseille pour rejoindre l'Espagne. À Plan de campagne, Nîmes, Perpignan, les caches du coffre de la voiture se remplissent souvent un peu plus. Voilà. Donc il va de deal en deal, il récupère les billets, et finalement il finit à Malaga. Alors là, il finit à Malaga, en Espagne. Non. Non, il y a toujours le danger, etc. Mais le profit est tel, ce que aussi les spécialistes disent, le profit est tel que
ils y vont. Et s'ils font attraper, c'est pas grave. Ils vont, avec l'argent qu'ils feront dans tout ce qui passe, ils récupèrent 1000 fois tout ce qu'ils ont perdu sur leurs échecs. Donc ils ont... Alors, je continue l'article. Mais où donc va l'argent? Au sein de la police judiciaire marseillaise, la question est devenue centrale il y a quelques mois seulement. Bon. Ah, nous, ça fait 40 ans. Hein. Grâce au renfort policier annoncé sur le plan gouvernemental, qui s'appelle Marseille en grand, la police judiciaire a récemment détaché une quinzaine d'enquêteurs sur 2 nouveaux groupes. Le premier scrute les mouvements de l'argent dans les cités, le second enquête sur le blanchiment. Plusieurs sources parlent d'une prise de conscience très récente, accélérée par la situation aux Pays-Bas. En 2021, un groupe de narcotrafiquants a planifié l'enlèvement du Premier ministre. Vous vous rappelez de Mark Rutte, le Premier ministre, a failli être enlevé par la mafia de la drogue aux Pays-Bas. Le ministre de la Justice en Belgique, il a été en Colombie pour discuter avec les Colombiens comment coordonner la lutte contre la cocaïne. Quand il est revenu, la police belge est venue, le ministre de la Justice. Et monsieur le ministre, vous et votre famille, on va vous enfermer pendant 3 mois dans un bunker. Parce qu'on ne peut pas garantir votre sécurité. Donc à ce moment-là, vous êtes dans un coup d'État. Ce n'est pas juste des gens qui font de l'argent. On est dans un coup d'État. Donc après les Pays-Bas, on a laissé faire les coffee shops qui se sont fait des fortunes avec la vente de cannabis. Tout cet argent-là, ils ont réinvesti dans la cocaïne, qui arrive maintenant. Avec la cocaïne, ils amènent des Colombiens qui amènent leur chambre de torture. Vous savez, on a trouvé des conteneurs. À l'intérieur, on a trouvé un siège de dentistes pour torturer les gens, parce que c'est ça les méthodes colombiennes. Hein. Donc, on entre dans une forme de barbarie et de coup d'État qui est quand même extrêmement grave. Alors, suivre l'argent, comme on suit le produit, c'est la nouvelle doctrine du parquet de Marseille et de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Et pour le suivre, il existe 3 chemins possibles. D'abord, donc, terrestre, avec la voiture qui collecte tout et qui fonce à Malaga. Ensuite, évidemment, après, ça part dans le Maghreb, ça part en Turquie, etc. Ensuite, évidemment, il y a les banques. Et ensuite, vous avez les vieux systèmes qui sont vieux comme le monde, qu'on appelle en Afghanistan le système Hawala. C'est-à-dire, c'est un système de... Comment dire ça, de compensation. C'est-à-dire, c'est un peu comme Western Union, en fait. Quand vous allez à Western Union, vous voulez envoyer de l'argent à votre femme qui est au Nigeria, vous donnez l'argent, mais ils n'envoient pas l'argent. Ils passent un coup de fil, ils disent, voilà, il faut payer un tel temps. Nous, on l'a reçu et à un moment donné, on va arranger nos comptes. Vous voyez, c'était en fait les réseaux de paiement des routes de la soie, historiquement. C'est-à-dire que les gens, ils ne repartaient pas avec 15 tonnes de paiement. Alors, donc j'ai parlé un peu de tout ça. Donc le constat donc, de l'article d'Actu de Marseille, Clara Marteau-Bacri, c'est le constat, la drogue n'enrichit pas les cités, mais les banquiers occultes. D'accord ? On est bien d'accord. Il y a les collecteurs de cash qui peuvent bouger par voie terrestre, par les circuits bancaires complexes ou par les hawala, dont je viens de parler. Alors, mon affirmation, c'est que la police de Marseille, la police judiciaire de Marseille, elle s'auto-condamne à échouer. Parce qu'elle n'a pas assez d'argent, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode. D'accord ? Parce qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, on va suivre l'argent comme on suit le produit. Ouais. Donc vous allez prendre d'en bas, vous allez suivre le dealer, mettre une puce électronique dans son pot d'échappement et voir. Hein. Et après, l'argent fait 100 fois le tour du monde. Vous allez faire comment ? Vous ne pouvez pas suivre l'argent comme le produit.
Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que la lutte contre la drogue, ce n'est pas la lutte contre un individu, un produit ou une somme d'argent. C'est un ensemble, c'est un système. D'accord ? C'est un système dynamique. Donc il faut changer d'approche. Et notre réponse, c'est qu'il faut relire. J'invite la police judiciaire de Marseille de lire à haute voix ensemble le passage de la République de Platon qui s'appelle l'allégorie de la caverne. D'accord ? Et qui deviennent aussi complotistes que Platon. Pourquoi ? Platon disait tout ce que vous voyez, c'est faux. Merde alors. Parce qu'il disait, vous êtes là dans votre caverne, là. Derrière vous, il y a un mur. Vous ne savez même pas ce qui se passe derrière le mur. Et derrière le mur, en fait, il y a une source lumineuse qui jette une ombre projetée sur la paroi devant vous. Donc vous voyez là le point de deal. Vous voyez la drogue, là. Vous voyez les comptes en banque, là. Mais en fait, vous allez tirer dessus. Ouais, on va tous les tuer. Voilà. Mais vous allez faire des trous dans le mur. Puisque ce n'est qu'une ombre. Vous regardez, vous faites des théories sur des ombres. D'accord ? Et non pas sur la réalité. La réalité est ailleurs. La réalité est dans un autre domaine. Donc il faut changer de domaine, de pensée. Alors, celui qui a réussi à faire ça très bien, c'est notre ami Léon Larouche. Parce qu'en 1978, donc, il y a aux États-Unis une banque qui s'appelle le Marine Midland Bank, qui domine un paradis fiscal, surtout américain, qui s'appelle Panama. C'est un des rares et qui n'était pas complètement contrôlé par les Britanniques. Et il y avait une grande banque qui s'appelait HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, qui a dit, nous, on va acheter la Marine Midland. Et il y a des gens qui sont venus nous voir, il y a des gens, on a commencé à réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et Larouche a dit, bon, ben, on va regarder ça. On va utiliser la méthode de Platon. Et donc, on a publié une enquête donc, en 78, qui s'appelle Don't Inc., la guerre de l'opium britannique donc, contre le monde. Et on a mis, donc, vous voyez, le drapeau britannique avec la couronne. Larouche, donc, il fait dans le livre, vous allez pouvoir le lire au complet, donc page 66, il part de 5 constats. Premier constat, le même jour, à la même heure, le prix de la drogue, à l'époque donc l'héroïne qui dominait le marché, est quasiment le même dans toutes les grandes villes du monde, séparées de très grandes distances. New York, Londres, Tokyo, Berlin, Ankara, Paris. Si le kilo d'héroïne était tant, il était exactement le même prix ailleurs. Ce qui montrait que c'était un marché complètement fermé, organisé, structuré. Ce n'était pas quelques artisans qui chacun allait s'approvisionner et revendait à la sauvette à la Tour Eiffel. Il s'agit donc d'une production soigneusement organisée de la base au sommet au service d'un marché fermé semblable à celui du diamant. 2. Les douanes interceptent environ 10% de la totalité donc, du trafic. Il fallait donc multiplier par 10 en 1978. On parlait de 200 milliards de dollars. En 2023, donc, on évalue le marché entre 500 et 1000 milliards de dollars. Et c'est probablement 5 fois plus. C'est 5 fois pire, en réalité. Et vous allez comprendre pourquoi après. Alors, troisième constat. La seule infrastructure... Donc, la question, c'était... Même à l'époque, vous voyez, vous prenez à l'époque 500 milliards de dollars. Quelle banque, quel système financier, quel réseau de banques est capable de cacher cet argent? Et donc, on est allé voir, on a trouvé les paradis fiscaux. Dès 1978, l'immense majorité des paradis fiscaux dans le monde appartiennent au Commonwealth, sont des dépendances de la couronne britannique,
Et au centre, l'institution qui domine les paradis fiscaux à l'époque, c'est cette banque qui est HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Fondée à Hong Kong, qui était une enclave britannique, donc en 1864, après la victoire des Anglais, des Français et des Américains contre la Chine, lors de la deuxième guerre de l'opium, HSBC a été créé et développé pour financer la production, la transformation et le trafic de l'opium, qui a été légal jusqu'en 1930. Vous trouvez dans les archives du Commonwealth les revenus officiels de l'Empire britannique en termes de l'opium jusqu'à 1930. Vous pouvez le trouver, c'est officiel. Ce qui pose évidemment un problème. En plus, en 1978, le conseil d'administration de la HSBC est truffé de descendants directs des grandes familles écossaises et britanniques et des groupements d'intérêts ayant organisé les guerres de l'opium. Jardine and Matheson, P&O Steamship Lines, la famille Keswick, etc. En plus, tous ces gens-là se réunissent une fois par mois dans le Royal Institute of International Affairs, donc l'Institut Royal International des Affaires Internationales, qui est la vraie tête, qui est Chatham House, c'est la vraie tête donc, de toute la politique étrangère du Commonwealth et de l'Empire britannique. Donc HSBC, ce n'est pas juste une banque comme les autres, c'est une banque stratégique qui est en charge de la survie de l'Empire britannique. Alors, donc après, il y a eu une bagarre, et on a perdu. C'est-à-dire que HSBC a fini par acheter Marine Midland Bank. Alors, aujourd'hui, j'ai pris, donc, c'est un journal des Échos, le journal économique belge qui s'appelle Les Échos, qui fait la liste des... Quels sont les 10 paradis bancaires préférés par les riches? Alors, ils sont là. Antigua et Barbade, le Royaume-Uni, Monaco, l'Andorre, les Bahamas, l'île Maurice, Malte, Gibraltar, les Émirats Arabes Unis et Dubaï, les îles Caïmans. Ça, c'est les 10 paradis fiscaux préférés des millionnaires et des milliardaires. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'intéressant sur cette liste? Elisabeth II. Elle est morte. Mais sur les billets, c'est pas encore Charles. Oui. C'est des territoires de la couronne britannique. Pas tous. Sur les 10, il y en a 8 qui sont membres du Commonwealth. Il y en a 2 qui ne le sont pas. Monaco n'est pas dans le Commonwealth, d'accord. Et les Émirats. Les Émirats étaient une colonie portugaise et britannique. Et c'est des True Stone States. Ce sont des États qui ont signé un cessez-le-feu avec l'Empire britannique. Mais tous les autres, même l'île Maurice, c'est membre du Commonwealth. Malte. Andorre, je pense pas. Tu as raison. Andorre, ça doit être espagnol. Donc vous avez toujours cette prédominance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec HSBC? En 2008, HSBC dit il y a la grande crise financière mondiale. D'accord? Je suis page 71. En 2008, il y a la crise bancaire mondiale. Les Anglais disent ah, HSBC, si vous avez besoin d'argent, on va vous renflouer. Hein. HSBC, non, merci. Parce que si on est renfloué, il y a la supervision. En 2010, le patron Stephen Green a été ordonné diacre de l'Église d'Angleterre. Le patron de HSBC. Pas mal. Il est ennobli par le gouvernement britannique. Il devient ministre du Commerce et de l'Investissement. Il refuse par principe de faire le moindre commentaire sur les affaires de la banque. Ça, je comprends. Et il écrit un livre magnifique qui s'appelle Good Values,
Reflection on money and morality in an uncertain world. Les bonnes valeurs, une réflexion sur l'argent et la moralité dans un monde incertain. Ils ont le sens de l'humour. Il faut... en 2012, donc, il y a Jean-François Guéraud en France, donc, qui publie son livre sur le nouveau capitalisme criminel, que je vous conseille. Et ensuite, donc, en 2012, et ça c'est important, il y a ce monsieur, Carl Levin, qui est un sénateur américain, qui lance une enquête sénatoriale, parce qu'en fait, ça commence à chauffer. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a eu énormément de morts déjà de la drogue. Ils ont fait des lois contre le blanchiment. Et en fait, ils ont dit... Et à 2 reprises, ils ont été voir HSBC. Ils disent, écoutez les gars, là c'est la fin de la récré, donc il faut quand même se conformer. Compliance, il faut se conformer à la législation américaine, à la... Comment elle s'appelle la the Money Laundering Directives. Et HSBC, en fait, il s'installe au Mexique. D'accord? Dans toutes les régions où il n'y a personne, où il n'y a aucune industrie, ils ouvrent des agences bancaires et ils ouvrent des comptes. En fait, tous les narcos mexicains, dont le cartel Sinaloa, voilà, ils vont voir HSBC. Et Michel, je dois déposer mon pognon là. Et on leur ouvre des comptes aux Bahamas. En fait. HSBC ouvre des comptes pour les narcos mexicains à partir du Mexique. Et donc là, c'est quand même un petit peu se foutre de la gueule du monde. Et donc, Carl Levin fait donc une énorme enquête, 375 pages, vous pouvez la trouver sur Internet, hein, c'est très bien. Et il dit, bon, il faudra quand même fusiller quelqu'un pour l'exemple, parce que... Et donc... les gens d'HSBC ils sont convoqués et ils viennent dire « We're so sorry ». Donc ils présentent leurs excuses les plus plates, bien sûr, et ils clament le pardon et l'innocence et tout ce qui vient avec. Et donc, finalement, alors, en plus, ça, c'est en fait l'essentiel, c'est que vous voyez, ça, c'est un article du Guardian de 2000. L'enquête sur HSBC aux États-Unis, c'est 2012. C'est 5 ans après, 2017. The Guardian fait un article en disant HSBC a échappé donc les poursuites pénales devant la justice américaine suite à l'intervention de George Osborne. George Osborne, this son of a bitch. C'est le ministre des Finances anglais qui a ingéré dans la justice américaine. Le mec a pris son téléphone, il dit « Vous n'allez pas condamner HSBC, parce que sinon il y aura un crack financier mondial, les gars. En Europe, tout va sauter. En Asie, tout va sauter. S'il y a des poursuites en pénal pour HSBC, le système financier, il saute. Et vous, les lourdingues américains... il ferait bien de réfléchir un peu, parce que nous, les Anglais, ça fait longtemps qu'on a réfléchi avant vous. Oui? Alors, the US government, le gouvernement américain a décidé de ne pas poursuivre en pénal HSBC, qui était accusé donc de blanchir des millions de dollars, 871 millions pour le cartel de Sinaloa, d'accord? Pour la drogue, pour les terroristes, d'accord? Terrorists and drug dealers. Tu vois? Le gouvernement américain, voilà, ils ont décidé de ne pas poursuivre en pénal HSBC parce que ce guignol criminel intervenu dans la justice américaine pour dire touche pas au Grisby, mon gars. Non mais, tu vois? Because prosecuting Britain's biggest bank could lead to a global financial disaster. Poursuivre la banque pourrait provoquer un désastre financier global. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait. D'accord? Donc finalement, le brave monsieur Carl Levin dit oui, donc bon alors qu'on n'y vous prend plus, hein.
Et donc, ils ont donc quand même, ils ont dû payer l'amende. L'amende la plus élevée jamais faite dans l'histoire contre une banque, 1,9 milliard de dollars d'amende. Bon, ils font 380 milliards par an. Hein. Ils ne sont pas au RSA, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc là, c'est très grave et je veux vraiment en faire parce que, en fait, si HSBC peut obtenir ça, c'est un exemple de l'impunité. It's too big to fail, donc too big to jail. C'est-à-dire, vous êtes trop grande pour tomber en faillite. Si vous êtes en difficulté, les États sont obligés de vous renflouer parce que sinon, c'est l'argent de tous les citoyens qui passe dans les égouts. Et du coup, vous devenez too big to jail. Vous avez l'impunité absolue. Vous pouvez faire ce que vous voulez, puisque vous êtes intouchable. Et donc, ça crée un précédent. Ce qui fait que, alors on pourrait dire, bon, là, ça a été très chaud pour eux, et maintenant ils vont réfléchir, et maintenant, ah oui, là, ils ont embauché 7000 personnes, vous voyez, pour s'occuper de... Parce que en plus, tout est basé en fait sur sur l'autodénonciation, sur des suspect activity reports, sur des rapports pour activités suspectes. Nous, on a vu les gens du TRACFIN là, à Paris. Alors, ils sont 220, ils ont 160 000 demandes de gens qui disent on a vu des mouvements bancaires suspects. Tu vois, 160 000. Ils sont 220. Ça fait combien par personne? Ça fait 800. D'accord? Ça fait 2-3 par jour, toi. Non, mais c'est ridicule. Et c'est basé sur l'autodénonciation. C'est-à-dire le TRACFIN, tous les mois, ils se réunissent avec tous les grands banquiers de Paris. Alors, vous avez vu un truc louche ou pas? Moi, j'ai été voir le type du TRACFIN, j'ai dit, mais écoutez, vous, votre boulot, c'est de voir ce qu'ils déclarent pas. C'est pas voir ce qu'ils disent, c'est voir ce qu'ils disent pas. C'est drôle. Bref. Non, mais après, il y a l'OCPR, il y a l'autorité de contrôle des banques. Donc, il y a un peu la carotte et le bâton. Donc, il y a... D'un côté, on leur demande de raconter, et après, on va quand même voir s'ils font ou pas. Et... C'est un peu... En tout cas, le pire de cela, donc on aurait pu espérer qu'après ça, HSBC aurait dit, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de blanchir tout cet argent-là? Peut-être on pourrait devenir plus civilisé. Bah non. Bah non. Parce que là, vous voyez, il y a eu en 2021, donc le Consortium international des journalistes, 135 journalistes des plus officiels possibles, hein, Le Monde, tous les New York Times, etc. Ils ont fait l'enquête. Qu'est-ce qu'ils disent? Une enquête réalisée par le Consortium international des journalistes d'investigation, à l'origine des Panama Papers, montre que 2000 milliards de dollars d'argent sale ont transité pendant près de 20 ans par des grandes institutions bancaires, dont JP Morgan Chase, HSBC, Deutsche Bank, plus Mellon Bank of New York, et j'en passe les meilleurs. Donc ils mettent 5 banques. Dans le reste de l'article, vous avez les autres noms, pour ceux qui veulent changer leur compte. Donc, voilà, ça continue. C'est-à-dire que ils ont établi l'impunité, donc ils sont devenus la référence. Ils ont démontré que si on ment et si on est gros, on gagne. Et on peut faire ce qu'on veut. Alors... Donc, en plus, en fait, j'avais déjà vu cette histoire parce qu'en fait, 5 ans après donc l'amende, en fait, le comité des finances de la Chambre des États-Unis a produit un document. Ils ont dit oui, en effet, le ministère de la Justice donc est intervenu auprès de Levin pour dire pas de pénal pour ces gens-là. Donc ça a été vraiment au plus haut niveau en fait. C'est pas Osborne, bon là c'est sorti. Osborne, c'est l'homme qui écrivait les discours de David Cameron. Hein. C'est les Tories britanniques de la pire espèce. Mais
En tout cas, nous devons faire tomber HSBC parce que c'est le symbole, c'est créer le précédent de l'impunité. Et tant qu'il y a l'impunité, on ne va pas gagner, on va perdre, parce que ces gens-là, ils sont très forts, comme vous avez vu. Donc il va falloir, c'est pour ça qu'on a fait ce dossier, qui se concentre sur toute l'histoire des HSBC, tout ce que nous avons fait là-dessus, tout ce que je viens de dire. Vous l'avez ici, il faut vraiment le mettre entre tous les mains. Alors, donc il y a d'autres gens qui sont très intelligents, bien sûr. Alors, j'étais mort de rire, parce que Elon Musk, donc, lui, il dit qu'il faut légaliser le fentanyl, bien sûr. Alors qu'il passe, ça fait 10 ans qu'il dit qu'il faut déconstruire tous les États, que l'État, c'est le grand diable, qu'il faut tout privatiser, etc. Et là, il dit non, non, il faut légaliser, il faut que l'État contrôle la qualité du produit. L'État que lui-même vient de supprimer. Donc ça, c'est la capitulation race campagne. Parce que chaque fois que vous légalisez une drogue, la mafia vous fera une autre drogue, plus forte, avec d'autres sensations, qui fait qu'ils vont continuer. Parce que c'est pas, justement, c'est pas un problème de produit. Alors, pour conclure, donc, je vous lis ce que nous avons, un résumé, donc, nous avons fait donc une feuille d'orientation pour une lutte efficace, page 7 dans le livre. Alors, premier point. Premièrement, créons un monde où les banques auront le droit de faire faillite. Vive la liberté. Il faut que des banques petites, il faut des banques d'État, il faut que tous les États puissent avoir des banques publiques, d'abord, un pôle bancaire public fort. On pourra par exemple racheter la Banque Postale, qui est une banque privée aujourd'hui, qui a BP Asset Management, Banque Postale Asset Management, n'est-ce pas? Et qui a été déjà en faillite, et que l'État, évidemment quand elle est en faillite, l'État va la renflouer parce que elle n'a pas le choix. Mais donc faisons des banques publiques, faisons une véritable loi sur la séparation bancaire stricte, qui fait que les banques d'investissement et les banques d'affaires qui jouent sur les marchés, le jour où ils perdent, ils font faillite, et ça perturbe que les actionnaires de la banque et personne d'autre. Et de l'autre côté, faisons des banques de dépôt et de crédit pour lesquelles il serait interdit d'aller sur les marchés. Voilà. Séparation stricte comme en 1933 par la Glass-Steagall Act de M. Roosevelt. Ça, c'est la première chose. Pour que plus jamais une banque comme HSBC soit en position d'imposer sa loi. Ensuite, deuxième point, suspension des licences bancaires. Donc une fois qu'il est démontré qu'une banque, à plusieurs reprises, a été pris la main dans le sac dans le blanchiment d'argent, ce serait mieux d'avoir plusieurs pays qui se mettent ensemble pour faire ça, mais on suspend sa licence bancaire. Elle ne peut plus exercer son métier de banquier. Il faut être courageux, mais c'est légitime. 3. Dénier toute existence juridique aux coquilles offshore ouvertes dans les paradis fiscaux. L'objectif est de mettre fin à une pratique de camouflage ouvrant le blanchiment d'argent et la fraude fiscale. Une fois qu'on ne peut plus créer des banques, on ne peut plus que les coquilles, les entités créées dans les paradis fiscaux n'ont plus d'existence légale, les banques sont demandées de les virer de leur compte. Parce que le problème, ce n'est pas ce qui se passe dans les îles Caïmans, c'est que le problème, c'est que vous avez 10 millions, vous allez à BNP Paribas, ils disent très bien, on prend votre argent et on va vous ouvrir un compte aux Bahamas pour vous permettre de payer un peu moins d'impôts en France. Vous voyez? Donc le problème n'est pas là-bas, le problème est ici. Et ça, donc, ça, il faut le traiter légalement. 4. Interdiction des crypto-monnaies autres que celles des États. 5. Rétablir les douanes aux frontières. Par exemple, à Anvers, vous savez que depuis 2021, donc, il y a cette offensive de la cocaïne sur toute l'Europe du Nord, sur Amsterdam, Rotterdam, Anvers, Le Havre. À Anvers,
on scannait 1% des conteneurs qui entraient. On avait 4 machines, 4 scanners. Et là, ils ont fait un très grand effort. Ils ont doublé. Ils ont 8 scanners. Ils vont scanner 2%. D'accord? Non. On arrête là. Il y a des moments où il faut réagir. Et nous vivons un peu ce moment-là. 6e point, rétablir une police judiciaire centralisée, spécialisée dans la lutte contre le grand banditisme et ses liens avec les circuits financiers, agissant en coopération constante avec un parquet national financier renforcé, spécialisé et constamment mobilisé sans entrave politique. La PJ aura des délégations en province, placées régionalement sous l'autorité des préfets, mais dont les principales entités dépendront directement de la direction nationale. C'est-à-dire, donnons, s'il vous plaît, les moyens et la liberté à nos polices de faire leur boulot. Ils n'attendent que ça. 8. Mener des campagnes de prévention dans les écoles. On avait discuté avec un grand spécialiste de la drogue en France qui dit il n'y a pas de prévention contre la drogue dans les écoles. D'accord? Parce que, et ça fait 30 ans qu'on a vu ça, parce que les gens disent oui, mais si on parle de la drogue dans l'école, les parents vont croire qu'il y a de la drogue. Donc ils vont retirer leurs enfants et les mettre ailleurs. Parce que chez nous, on parle de la drogue dans les... Vous vous rendez compte? C'est grave. Mettre en place une commission parlementaire pour enquêter sur les principaux établissements financiers soupçonnés, dont HSBC bien sûr, dotés de pouvoirs d'instruction et de réquisition. Voilà, c'est du Sully, hein, te dire. Et 10, et donc si vous voulez, je vous raconterai plus ce qui se passe en Afghanistan. Et donc j'ai pu discuter longuement avec Pino Arlaki, qui était le haut commissaire de l'ONU en charge de la drogue, qui était au même temps que moi, on était à Kaboul en Afghanistan, pour proposer donc un plan d'aide aux cultivateurs pour l'éradication du pavot et donc d'aider les producteurs, les tout petits paysans qui produisent la drogue sur place, de les aider à avoir d'autres cultures. Voilà. Et enfin, donc, je dirais que le plus grand problème n'est pas, comment dire, si vous pensez qu'on a un problème de drogue, en fait, il y a évidemment un problème beaucoup plus large, qui est simplement un problème de notre culture, de notre civilisation, de comment nous voyons la société, ce que nous faisons, comment nous faisons de la politique ensemble, et comment nous nous organisons, nous, entre nous, pour avoir un autre régime et d'autres règles pour les années à venir. Mais si on lutte juste contre le dealer, le trafiquant, l'argent ou je sais pas quoi, ça ne marche pas. Parce que c'est vraiment, il faut tout changer. On est à un moment où on ne peut pas changer une chose sans changer tout le reste. Et donc ça peut paraître... on peut se sentir écrasé par la tâche et par le défi que ça lance. Mais n'ayez pas peur. Voilà.